Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous retrouvons Ian Proud, ancien diplomate britannique, qui a exercé les fonctions de conseiller économique à l'ambassade du Royaume-Uni à Moscou entre 2014 et 2019. Merci d'être revenu dans l'émission. C'est toujours bien de parler, Glenn. Vous avez récemment écrit un article sur le mauvais garçon de l'Europe, en parlant du Premier ministre belge. Le contexte est que l'Union européenne semble à court d'argent pour financer la guerre en Ukraine. L'économie ukrainienne elle-même paraît en faillite, et la poursuite du conflit devient de plus en plus coûteuse. Maintenant que les États-Unis se positionnent pour gagner de l'argent en vendant des armes plutôt qu'en les donnant, cela devient encore plus onéreux. Ainsi, l'approche de l'UE semble consister à trouver une voie légale pour essentiellement saisir les fonds souverains russes. De nombreux articles ont été publiés à ce sujet dans Politico, sur la recherche de moyens d'utiliser les fonds russes comme garantie, en essayant de rendre le vol légal, ce qui explique pourquoi beaucoup parlent de légalisation du vol. Quel type de mécanisme les Européens envisagent-ils pour s'emparer des avoirs russes? Donc, le plan, tel que je le comprends, consiste à utiliser les 140 milliards en Europe et en Belgique pour garantir un prêt du même montant, 140 milliards à l'Ukraine, appelé un prêt de réparation. Mais bien sûr, il ne sera pas utilisé pour des réparations. Il servira à poursuivre la guerre. Friedrich Merz a déclaré qu'avec cet argent, l'Ukraine pourrait continuer à se battre pendant encore 2 ou 3 ans. Franchement, je ne crois pas que l'Ukraine puisse réellement continuer à se battre pendant 2 ou 3 ans, même avec cet argent. Mais néanmoins, c'est ainsi qu'ils l'ont présenté. Encore un mensonge. C'est un prêt de réparation, ce qu'il n'est clairement pas. Il sert à financer la guerre. Mais cela pose alors d'énormes risques juridiques pour la Belgique elle-même. La Belgique abrite Euroclear et SWIFT également d'ailleurs. Et la Belgique dispose déjà d'un traité d'investissement avec la Russie, le traité d'investissement belgo-luxembourgeois-russe, ce qui signifie que si elle autorise et sanctionne l'expropriation de ses actifs, même en essayant de présenter cela comme une garantie de prêt plutôt que comme une saisie d'actifs, la Belgique s'exposera à une vague de contentieux russes. Il existe déjà des oligarques et des hommes d'affaires russes qui ont intenté des actions en justice contre le Luxembourg voisin pour 8 milliards de dollars saisis après le début de la guerre, et ils réclament désormais 16 milliards, y compris les dommages et intérêts. Ainsi, les Belges se disent que les 140 milliards pourraient alors se transformer en 280 milliards si les Russes non seulement poursuivent pour la restitution des actifs, mais réclament aussi des dommages supplémentaires. Et ils disent, eh bien, pourquoi devrions-nous accepter ce risque juridique? La meilleure chose à faire pour nous, selon une recommandation de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, serait que les États membres européens garantissent une partie de cet argent si nous perdons un procès et devons le rembourser immédiatement à la Russie. Et bien sûr, pour reprendre les mots de Bart de Riva, cette proposition, selon laquelle les États membres européens diraient « D'accord, nous paierons X% de cet argent si un procès est perdu », n'a pas été accueillie par un tsunami d'enthousiasme. En d'autres termes, vous savez, la France en particulier, et je pense que l'Allemagne aussi, dira « Eh bien, en réalité, cela nous expose également à un risque financier considérable. » Et bien sûr, ils ne veulent pas le faire, car tout l'objectif du prêt était de garantir que les États membres européens n'aient pas à payer eux-mêmes lorsqu'ils manquent de liquidités, lorsque leurs économies se désindustrialisent, lorsque la France ne parvient pas à maintenir un gouvernement plus de quelques semaines en raison de l'ampleur de sa dette. L'Italie a elle aussi une dette énorme.
qui va fournir cet argent? Les Belges le bloquent donc, en disant que sans ces garanties, le risque est tout simplement trop grand pour eux. Il y a aussi un problème plus large, cependant, au-delà des éventuelles affaires judiciaires, à savoir que si l'Union européenne veut être un lieu où les gens placent leur argent, quelle confiance peut-on avoir si elle enfreint cette règle? En même temps, on voit d'autres pays, le Japon, les États-Unis, qui semblent assez à l'aise avec le fait que les Européens se jettent sur cette grenade, mais ils ne veulent certainement pas en faire partie. Ils ne veulent pas saisir les fonds. Oui, je veux dire, le Japon a dit non, et Deriva en parle dans son discours. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun précédent pour cela. Vous savez, les actifs des banques centrales, ce qui est essentiellement le cas ici, sont et doivent rester immunisés. Vous savez, ça ne s'est même pas produit après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le Japon a refusé. Les Américains restent silencieux. Et apparemment, 6 États membres de l'ULU Berou-de-Memel ont également gelé des avoirs russes. Je suppose la France, je suppose l'Allemagne, je suppose les Pays-Bas, je suppose l'Irlande, je cite ces noms au hasard. Je pense que le Luxembourg, par exemple, ils auront tous gelé les avoirs russes. Et ils ne proposent pas d'utiliser ces avoirs pour garantir un prêt à l'Ukraine. Ils restent silencieux. Donc, en substance, la Belgique dit, eh bien, nous avons peut-être moins de 50% de tous les avoirs russes gelés, mais nous devons assumer 100% du risque, et nous ne sommes tout simplement pas prêts à le faire. Et tu as raison, bien sûr. Plus largement, qui fera encore confiance à l'Europe après cela? Les Chinois, étant donné que Kaja Kallas veut maintenant aller en guerre contre la Chine? Non. Les Indiens, les États du Golfe, au Moyen-Orient par exemple, ils seront très inquiets de cela. Euroclear détient des milliers de milliards de réserves provenant d'autres pays qui appartiennent essentiellement à ces pays. Eh bien, ces pays diront peut-être, nous allons utiliser une autre architecture financière à la place et éviter complètement l'Europe, car le risque est trop grand. C'est bien ce qui m'inquiète. Même le fait d'en discuter aussi ouvertement, de chercher des moyens de rendre cela légal, ne peut pas vraiment renforcer la confiance dans le système international, étant donné qu'il s'efforce tellement de trouver un compromis pour y parvenir. Donc, même s'ils échouent à saisir les fonds russes, ce ne sera pas faute d'avoir essayé. Et tu vois, oui, cela ressemble à une forme d'autodestruction. Mais il y a ici un aspect juridique intéressant. Les Européens perçoivent déjà les intérêts sur les avoirs russes, mais pas le capital. Comment cela s'inscrit-il dans les règles existantes et le droit international? Eh bien, je veux dire, cela les expose à un risque juridique important. Peut-être pas aussi grand que le risque juridique lié à l'utilisation directe des actifs eux-mêmes. Car, en temps normal, ces actifs entrent et sortent quotidiennement. Ils ne restent généralement pas en place très longtemps, même si à tout moment, plusieurs milliers de milliards circulent via Euroclear. Cela va et vient constamment entre différents pays. Chaque transaction ne reste pas assez longtemps pour générer des intérêts. Donc je veux dire, c'est une faille juridique que la Commission européenne a exploitée, mais cela comporte tout de même un risque juridique important. Comme vous le dites, cela a toujours un effet dissuasif sur d'autres pays investisseurs, en particulier la Chine, mais aussi les États du Golfe et les pays des BRICS de manière plus générale. Mais vous savez, ce n'est qu'une petite bouchée du poulet, il va marchander avec moi. Mais en réalité, cet argent, c'est le gros poulet qui est peu à peu grignoté. Donc oui, je pense que cela a un effet dissuasif important à long terme sur l'Europe. À mesure que l'architecture financière mondiale se déplace vers l'Est et s'oriente beaucoup plus vers l'Asie, qui sera le centre de gravité économique du XXe siècle.
Oui, le fait qu'ils soient parvenus à ce type de consensus, que nous puissions geler l'argent de n'importe quel pays et ensuite prendre les intérêts sur leurs actifs, est désormais considéré comme légitime et légal. Il est très préoccupant de voir que cela ne rencontre pratiquement aucune opposition. Si j'étais en Chine, je serais très inquiet, surtout maintenant qu'ils ont vu l'une de leurs entreprises saisie aux Pays-Bas. Sans confiance dans l'économie, il n'y a vraiment rien. Mais au-delà de la voie juridique, en ce qui concerne les poursuites des Russes, comment peuvent-ils autrement riposter? Je veux dire, qu'est-ce qui alimente les inquiétudes dans des pays comme la Belgique? Eh bien, selon Baldwin, le Premier ministre, ils peuvent riposter en saisissant les actifs européens encore présents en Russie, y compris les réserves, mais aussi les entreprises européennes qui y ont encore une présence. Et je pense qu'il en reste encore quelques-unes, même si elles opèrent sous des sociétés écrans. Elles pourraient également être expropriées, ce qui représente évidemment un grand risque et une contre-mesure. Mais j'ai tendance à penser que les Russes sont plutôt détendus à ce sujet. Ils disposent désormais de réserves de plus de 700 milliards de dollars américains. D'accord, 300 milliards de cela sont immobilisés. Mais ils ont tout de même un important stock de réserves. Ils peuvent se permettre de rester en retrait et de regarder tout cela se dérouler au détriment de l'Europe. Je pense que la Russie veut récupérer l'argent. Elle veut absolument récupérer l'argent, mais elle n'est pas pressée. Les Européens savent que s'ils ne parviennent pas à le faire d'ici la fin de l'année, ils risquent fort de manquer d'argent pour poursuivre la guerre, et il n'y a pas de plan B. Donc, en termes de jeu d'échecs, c'est Poutine contre une équipe de 28 personnes de l'autre côté de l'échiquier, qui discutent bruyamment pendant des mois et des années avant de prendre des décisions sous-optimales. Je pense que Poutine estime être dans la position la plus forte en ce moment. Oui, il y a des contre-mesures qu'il pourrait prendre et qu'il prendrait probablement. Mais si cela échoue d'ici la fin décembre, alors l'Ukraine sera en difficulté financière. C'est de la rhétorique. Vous avez mentionné que la Russie avait tiré un trait là-dessus. Cela peut être interprété de plusieurs façons, car je vois cela comme le fait que les Russes, dans une certaine mesure, pensent que les Européens garderont cet argent indéfiniment, qu'ils ne le libéreront jamais. Mais il semble que certains au sein de l'UMM l'interprètent de manière plus créative, en disant que, puisqu'ils y ont renoncé, ils seraient à l'aise avec l'idée que les Européens le saisissent et l'utilisent pour financer la guerre. Cependant, le fait que la Russie y ait renoncé, dans le sens où elle ne s'attend pas à en revoir la couleur de sitôt, ne signifie pas qu'elle ne se battra pas bec et ongle pour en récupérer une partie. Oui, je veux dire, être prêt à attendre n'est pas la même chose que tirer un trait dessus. Vous savez, nous avons toujours été clairs sur le fait que le message venant de Moscou est que la Russie veut récupérer son argent. L'idée, c'est que la Russie peut faire preuve d'un peu plus de patience stratégique quant au moment où elle récupérera cet argent, mais elle veut évidemment le récupérer. Mais pendant que ce jeu se déroule, cela nuit en réalité davantage à l'Europe qu'à la Russie, en raison de la solidité des réserves russes, au-delà de ce qui a été gelé par les nations occidentales. Donc c'est vraiment un jeu de patience. Je suis d'accord avec vous sur le fait que les Russes pensent que les Européens ne veulent jamais leur rendre l'argent. C'est très clair, en effet. Je veux dire, de la même manière qu'ils pensent que les Européens ne voudront jamais mettre fin aux sanctions contre la Russie. C'est sans aucun doute la vision à Moscou. Mais vous savez, la situation finira par devoir changer, car les événements iront dans cette direction à mesure que l'Ukraine manquera d'argent et devra se résoudre à la paix.
Les sanctions qui maintiennent le gel en place seront levées à un moment donné et l'argent devra de toute façon être restitué. Il n'y aura pas de ruse astucieuse pour contourner cela. Même si une forme du plan de paix de Trump pour l'Ukraine était acceptée, l'argent devrait, dans ces circonstances, d'abord retourner à la Russie. Ensuite, il y aurait une décision sur la manière dont les réparations seraient gérées par la suite. Eh bien, quel que soit le prêt en question, il semble clair que les Ukrainiens ne seraient pas en mesure de le rembourser. Mais en Europe, on parle de l'idée que finalement, ce serait aux Russes de le payer, c'est-à-dire avec l'argent qui a été saisi. Les Russes devraient accepter que cela fasse partie d'un accord d'après-guerre. Cela devrait être compté comme des réparations. Ainsi, les Russes devraient verser des réparations à l'Ukraine. Or, étant donné que les Russes sont en train de gagner, il semble peu probable que l'UMME puisse dicter les conditions en ce qui concerne la saisie de ces fonds. Mais je trouve cela étrange, car l'UMME pourrait, de manière plus constructive, utiliser la restitution de ces fonds comme élément d'une proposition, pour avoir un certain levier sur les Russes, une sorte de carotte, afin d'obtenir un accord plus favorable pour l'Ukraine dans un règlement de paix. Mais prendre l'argent maintenant rendrait presque plus difficile pour les Européens de mettre fin à la guerre, n'est-ce pas, s'ils ont déjà puisé dans tout l'argent russe. Eh bien, il n'est pas évident que les Européens veuillent mettre fin à la guerre de toute façon. Je veux dire, il y a encore cette mentalité de l'autruche, la tête dans le sable, où ils croient qu'ils peuvent simplement continuer à faire ce qu'ils font depuis 11 ans et qu'à la fin, la Russie cédera, alors qu'il n'y a aucune preuve que ce sera le cas. Donc oui, il y a une pensée illusoire, surtout à Bruxelles, Kaja Kallas et d'autres. Mais tu as raison de dire que s'ils donnent l'impression, comme c'est le cas, qu'ils veulent simplement continuer à recevoir l'argent, eh bien, la Russie continuera à se battre. Et cela, c'est clair depuis très, très longtemps. À un moment donné, les dirigeants européens vont devoir se rendre à l'évidence. L'Ukraine ne peut pas continuer à mener cette guerre indéfiniment. Elle finira simplement par manquer d'hommes, entre autres choses. Et l'Europe ne peut pas financer la guerre indéfiniment, car elle n'a pas d'argent. Et si elle ne peut pas utiliser l'argent russe, cela signifie que l'Ukraine est en faillite. De toute façon, l'Ukraine ne rembourse pas ses prêts. Donc à un moment donné, on atteindra un point critique où il faudra affronter cette réalité. Je soupçonne que si cet accord de 140 milliards n'est pas conclu d'ici décembre, et il se peut qu'il ne le soit pas, cela forcera en quelque sorte la main du côté européen. En réalité, l'Ukraine a besoin de 60 milliards de dollars supplémentaires l'année prochaine, rien que pour rester à flot sur le plan militaire. Les 2/3 de son budget sont consacrés à l'effort militaire. Si l'Ukraine ne parvient pas à obtenir les 140 milliards, cela signifie que les États membres européens, y compris bien sûr le Royaume-Uni en tant qu'extérieur, devront réunir 60 milliards de dollars et ils n'ont pas 60 milliards de dollars à sortir de leur propre poche. C'est aussi le pire moment possible, compte tenu des problèmes économiques à travers le continent. Mais pourquoi emprunter cette voie dès le départ? Parce que, comme vous l'avez dit, si l'on semble déterminé à poursuivre la guerre, alors qu'il est évident que l'argent ne suffit pas pour la maintenir, et même si l'argent existait, on ne peut pas résoudre le problème de main-d'œuvre qui est au cœur de la question ukrainienne. Alors, quel est l'objectif ici? Gagner un peu plus de temps. Mais cela n'affaiblirait-il pas l'Ukraine, ainsi que les Européens, plus rapidement qu'ils ne pourraient espérer affaiblir la Russie? Il n'est pas clair quelle serait la stratégie à venir. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait une stratégie. Je pense que c'est justement le problème, n'est-ce pas? Les Européens n'ont pas de stratégie.
Ils sont enfermés dans cette illusion de victoire totale, où ils croient, malgré toutes les preuves du contraire, qu'ils peuvent obtenir une victoire complète sur la Russie dans cette guerre, alors même que la Russie est capable de maintenir un rythme assez faible selon ses propres standards. Une sorte de guerre mineure contre l'Ukraine, sans subir de conséquences sociales ou économiques significatives chez elle. Donc je veux dire, tout observateur rationnel peut voir que la situation n'est pas favorable à l'Europe et certainement pas à l'Ukraine. Les gens s'accrochent à cette illusion de victoire totale parce que, lorsque la guerre prendra fin, ils devront expliquer aux électeurs européens pourquoi ils avaient promis une victoire totale sur la Russie et n'ont pas pu la tenir. Il y a donc cette pression politique sur les dirigeants européens, élections françaises et polonaises dans 2 ans, élections allemandes et britanniques dans 4. D'ici là, ils pourraient voir leur gouvernement internationaliste et mondialiste balayé du pouvoir et remplacé par des nationalistes. Et plutôt que de négocier la paix maintenant et de s'accorder un peu plus de temps pour expliquer leur échec aux électeurs, ils s'accrochent simplement au temps. Je me souviens avoir averti, dès le début de l'année 2022, que ce récit d'une invasion non provoquée allait finir par se retourner contre nous. Car implicitement, cela suppose bien sûr que s'il s'agit d'un aventurisme militaire non provoqué, alors la seule paix possible serait celle obtenue sur le champ de bataille. Et en effet, toute diplomatie ou tout compromis serait perçu comme une faiblesse ou une forme d'apaisement. Il semble donc que cela ait rendu plus difficile pour les élites politiques européennes de revenir sur une partie de leur rhétorique partisane. Mais au lieu de cela, ils perdent une guerre et ils ne veulent même pas décrocher le téléphone pour appeler la Russie. C'est assez extraordinaire. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement un problème militaire ou économique. Le problème politique s'aggrave aussi avec ces mouvements pacifistes qui gagnent de plus en plus de soutien. Avez-vous des prévisions sur la façon dont cela va se dérouler? Parce que j'imagine que si l'on regarde toutes les variables, militaires, économiques et politiques, on a l'impression que tout cela touche à sa fin. Voyez-vous comment cela va se passer? Qu'est-ce qui cédera en premier? Je vois la situation se terminer de manière assez chaotique pour l'Ukraine. Et c'est en réalité une période un peu plus lente aussi pour les dirigeants européens. Je pense qu'il va y avoir une pression croissante à l'intérieur de l'Ukraine pour y mettre fin, surtout après la chute de Pokrovsk. Il y aura, à mon avis, des manœuvres internes pour remplacer Zelensky ou le forcer à organiser des élections présidentielles. Cette pression va commencer à s'intensifier à mesure que les sondages continueront de pencher en faveur d'une fin négociée de la guerre. Une fin négociée de la guerre serait désastreuse pour Zelensky. Il le sait. C'est pourquoi il s'accroche au pouvoir. Mais il ne pourra pas maintenir cette position indéfiniment. Et s'il ne parvient pas à obtenir l'argent de l'Europe, il ne l'obtiendra ni des États-Unis, ni d'aucun autre pays. Donc, je veux dire, je pense que les Européens pourraient imaginer une sorte d'accord pour leur donner 60 milliards afin de continuer le combat l'année prochaine, mais les faits sur le terrain se retourneront de plus en plus contre Zelensky dans son propre pays. Il pourrait être contraint de négocier, de perdre son poste, d'être exfiltré par les Américains et hébergé à Stanford ou dans un endroit du même genre dans une sorte de sinécure, vous voyez. Et c'est ainsi que cela se terminera. Et je pense qu'à plus long terme, politiquement, pour les dirigeants européens, cela mènera, vous savez, à un gouvernement du Rassemblement national en France, peut-être à un gouvernement réformé au Royaume-Uni d'ici 4 ans, Scholz n'ayant qu'un seul mandat, les Polonais perdant un peu la main sur le parti droit et justice là-bas.
Oui, le pouvoir pourrait se déplacer nettement vers des gouvernements plus anti-guerre, plus nationalistes modérés, du type de ceux que nous avons déjà vus bien sûr en Italie. S'il y avait une paix négociée, elle pourrait s'organiser autour d'une sécurité européenne commune. Elle pourrait en réalité poser les bases d'une plus grande stabilité et mettre fin aux 30 dernières années de conflit avec les Russes. Mais si cela se termine par l'effondrement de l'Ukraine, alors il semble que ce sera une paix très désordonnée. Autrement dit, les Russes imposeront simplement un règlement qui ne repose ni sur la confiance, ni sur des accords. Ils s'empareront simplement des territoires qu'ils souhaitent et mettront en place un gouvernement à leur convenance. Il ne semble pas qu'il y aura de paix ni de stabilité sur le continent dans les années à venir, si c'est ainsi que tout se termine. Cela ne semble pas très favorable pour l'Ukraine. Elle fait face à la paix maintenant, mais il faudra, je pense, plusieurs années de négociations pour rejoindre l'UE-PMIR. Et peut-être ensuite une adhésion à des conditions de seconde zone par rapport aux autres États membres existants, en raison notamment des blocages de la Pologne et de la France concernant les subventions et ce genre de choses. Cela laisserait une population mécontente, ayant le sentiment d'avoir été trompée dans son aspiration européenne, et une armée démobilisée d'1 million de personnes qui ont tant sacrifié pour une version au rabais de l'appartenance européenne. Je pense donc que l'Ukraine elle-même va traverser une crise politique et sociale pendant un certain temps. Avoir l'aspiration à l'européanité sans en avoir la réalité, ni les avantages économiques, du moins pas immédiatement. Je pense donc que pour l'Ukraine, cela pourrait être une source de conflit en Europe, bien après la fin de la guerre avec la Russie. Je ne vois aucun appétit pour une quelconque architecture de sécurité en Europe. Je veux dire, la méfiance des deux côtés, la Russie et l'Ukraine, et bien sûr l'Europe, est si forte que, sauf changement radical de direction politique en Europe, ce qui n'arrivera pas au cours des 2 prochaines années au moins, cette suspicion empêchera tout rapprochement avec la Russie. Nous finirons avec une paix précaire et une Ukraine plus fragmentée qu'elle ne l'a jamais été depuis la fin de l'Union soviétique. Je crains de le dire. Et puis, avec l'Europe qui se ruine elle-même. Je veux dire, nous allons traverser une période très difficile après la guerre. L'infrastructure de l'Ukraine a été détruite, son économie est en ruine, et la capacité de reconstruire après tout cela sera très très limitée, surtout avec le manque de main-d'œuvre. Donc c'est... oui. Et l'ironie, c'est que si l'Europe décidait d'avoir sinon un rapprochement politique, du moins un rapprochement économique avec la Russie, elle pourrait réellement dynamiser sa croissance grâce à une énergie bon marché. Je veux dire, c'est une option politique bien trop rationnelle pour la génération actuelle d'Européens. J'en ai bien peur. Le niveau de russophobie est tel que l'idée d'améliorer leurs économies avec l'aide de la Russie est tout simplement répugnante pour beaucoup. Et même si cela a un sens économique évident, ils ne voudront toujours pas le faire. Donc, à moins qu'il n'y ait un grand changement de cap en Europe, ce que je ne vois pas vraiment se produire avant environ 4 ans, nous resterons dans une phase de désindustrialisation. Et comme vous le dites, nous aurons la charge contingente de devoir soutenir la reconstruction de l'Ukraine sans les subventions dont bénéficient d'autres États membres. Eh bien, ils continuent presque à célébrer cela, en ignorant le pragmatisme, comme étant une question de principe et de fidélité aux valeurs. Mais on ne peut ignorer ces intérêts nationaux que pendant un certain temps, avant que de nouvelles forces politiques ne commencent à émerger pour tenter de corriger cela. Et on ne peut pas vraiment les contrôler en permanence. On dirait que nous approchons aussi d'un point de rupture. C'est le cas. La politique européenne semble très dysfonctionnelle.
European politics seems very broken. Oui, mais je veux dire, je pense que j'ai un certain espoir dans les mouvements nationalistes modérés qui veulent, d'une part, vivre en coexistence pacifique avec d'autres États, mais aussi, en termes de politique, placer leur nation en priorité en ce qui concerne l'énergie nationale, les politiques économiques, et ainsi de suite. Parce que vous savez, la politique étrangère commence et se termine chez soi. Et je pense que l'un des échecs de cette guerre, c'est que les gens ont oublié cela. Si vous ne prenez pas soin de vos intérêts nationaux, alors tôt ou tard, votre aventurisme à l'étranger se retournera contre vous politiquement chez vous. La politique étrangère commence et se termine chez soi. C'est la grande leçon, je crois, de cette guerre, et tant de gens l'ont oublié à leur détriment. Oui, cela fait plus de 20 ans que je dis que redécouper le continent et remilitariser les lignes de division sur le continent va très mal se terminer pour l'Europe. On a toujours rejeté cela en disant « Oh, c'est un argument pro-russe ». Mais je pense qu'il va devenir très clair que ce n'est pas dans notre intérêt de diviser le continent de cette manière. Quoi qu'il en soit, merci encore. Une dernière réflexion avant de conclure. Non, juste sur ce point. Je veux dire vraiment, l'Union européenne s'est développée et a réussi en se concentrant, et je l'ai dit à de très nombreuses reprises et je continuerai à le dire, sur les aspects économiques, sociaux et culturels des interactions entre États. Et vous savez, l'Europe est devenue beaucoup trop politisée pour son propre bien. Elle essaie de créer une sorte d'entité politique supranationale qui est contraire aux intérêts nationaux des pays, et cela érode le potentiel de collaboration économique et sociale qui a fait le succès de l'Europe à l'origine. Nous devons revenir aux fondamentaux de ce qui a fait fonctionner l'Europe, y compris avec l'Ukraine, mais aussi, en réalité, avec la Russie, en termes d'ouverture sociale et culturelle, ainsi qu'économique. Si nous voulons la paix sur le continent, nous ne la garantirons pas par des dictats venus de Bruxelles. Ça, c'est certain. Des paroles sages, merci Ian Proud. Santé Glenn, tous mes vœux.